Bonjour à tous et bienvenue dans Au Quotidien. Vous ne rêvez pas, c'est bien moi dans Au Quotidien. Et nous sommes dimanche soir et les jeunes ont la parole ce soir. Ils ont la parole en face de notre présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morancé, qui est avec nous sur ce plateau. Un dispositif inédit, c'est vraiment la première fois que nous faisons ça sur LMTV Sarthe. Nous avons demandé aux jeunes qui sont derrière moi de poser leurs questions, de témoigner, de parler de leur quotidien réel à la présidente de la région des Pays de la Loire. Je ne suis presque pas intervenue dans la préparation, je les ai simplement un petit peu aiguillés pour préparer une émission de télé et je ne connais pas les questions qu'ils vont poser, ni même la présidente de la région. Et c'est ça l'intérêt, c'est de leur permettre de s'exprimer et qu'ensemble, par le dialogue, eh bien, on arrive peut-être à trouver des solutions pour demain. Avec nous, je le disais, Christelle Morancé, merci d'être avec nous. Christelle Morancé, d'abord, pourquoi avoir accepté d'être sur un tel dispositif avec nous ? Bonsoir, moi, je suis très heureuse. Merci pour votre invitation. Vous savez, moi, le sens même de mon engagement politique, c'est la jeunesse. En 2022, j'ai fait l'année de la jeunesse au Conseil régional. J'ai d'ailleurs sillonné l'ensemble de nos 5 départements avec beaucoup de dialogue avec eux dans nos lycées, mais également dans des associations sportives. Et le 1er décembre dernier, j'ai réuni l'ensemble des jeunes de nos 5 départements, un peu le même profil que notre plateau ce soir, pour échanger avec eux et surtout construire l'avenir, bâtir les politiques régionales avec eux. Et alors, les thématiques que nous allons aborder, justement pour travailler ensemble sur des sujets de fond, mais du quotidien, de leur quotidien, eh bien, ce sont les suivantes. L'orientation, évidemment, est beaucoup ressortie de nos échanges. Le climat, l'écologie, l'insécurité, les transports, les mobilités, la précarité et la santé, notamment la santé mentale. 6 thématiques que nous allons aborder en un peu moins d'une heure, tous ensemble. Et derrière moi, eh bien, ces jeunes, je vous les présente, ils sont tous volontaires, ils ont répondu à notre appel sur notre antenne. Tout d'abord, Victor Barré, 22 ans, tu es compagnon au CFA des Compagnons du Mans, tu es charpentier, tu es également embauché en ce moment même chez un patron sartois. Tu as fait une formation au CFA de Tours, mais tu viens de La Rochelle. À tes côtés, Elisa Roblin, 23 ans. Elle travaille déjà, elle est en CDD en tant qu'attachée de production au sein de l'association Bebop. Elle a un bac général, elle a fait un BTS de commerce international, une licence professionnelle, gestion et développement des structures musicales. Elle vient d'Angoulême et elle a été vice-présidente de l'association de sa licence professionnelle Électrique Campus. Elle nous en parlera probablement. Louis Corbet à ses côtés, 19 ans, il est manceau, il est à l'Université du Mans en droit, il souhaite devenir avocat ou travailler dans le monde du spectacle, nous le verrons. À ses côtés, Hugo Coutable, 20 ans, en licence STAPS, licence management du sport. Il est à l'Université du Mans, il vit à Ruaudin, il aime évidemment le sport, notamment le VTT. Jean-Esteban Lyon, en terminale au lycée de Bellevue. Il aime la politique, la géopolitique, également les mathématiques. Et il souhaite faire Sciences Po ou journalisme, il ne sait pas encore. Il vient de Bessay-sur-Bray. Alexis Touzé, en terminale au lycée Montesquieu du Mans, originaire de Champagné. Alors lui, il aime bien les médias, il est déjà animateur d'une web radio de jeunes qui s'appelle Just for Fun à Champagné. Et puis enfin, Zélie Lazenec, 15 ans, la plus jeune, elle est en seconde générale au lycée Bellevue, option théâtre. Elle aime le monde de l'art, mais aussi le social, la littérature, et elle habite entre Le Mans et la Bazoge. Voilà pour les profils très variés de nos jeunes. Tout de suite, c'est le débat. Les jeunes ont la parole avec cette première thématique qui est beaucoup ressortie au cours de nos échanges de préparation de cette émission, à savoir l'orientation. Et ce n'est pas un hasard cette semaine. Les vœux pour Parcoursup peuvent être déposés depuis cette semaine, depuis le 18 janvier. Et c'est un événement pour vous, notamment pour Jean-Esteban, par exemple, ou Alexis. Vous êtes en terminale. Alexis, par exemple, je me tourne vers toi. Ces vœux Parcoursup, le concept même de Parcoursup, c'est-à-dire de déposer vos vœux sur une plateforme numérique, informatique, qui va vous dire ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, c'est quelque chose de compliqué à gérer émotionnellement, j'allais dire, pour vous. Oui, c'est ça. On arrive dans la période cruciale d'orientation avec cette plateforme Parcoursup.
Alors c'est vrai que l'initiative en soi, je pense, est assez saluable de dire que ça concentre tous les vœux, on a simplement à les déposer en ligne et c'est vrai que quelque part ça peut simplifier les démarches, mais ça reste quand même une structure, en tout cas de notre point de vue d'étudiant, qui reste assez opaque et à laquelle on n'arrive pas vraiment à lire les grandes décisions, et parce que c'est les décisions de notre vie qui s'y jouent. Au final, on doit faire beaucoup de vœux, on doit envoyer un tas de lettres, de lettres de motivation, etc. Et on ne sait pas par qui elles sont lues, si elles sont lues parfois. Et on a des retours, on entend parfois que ce sont des machines, des algorithmes qui décident des réponses qu'on reçoit. Et là, nous, c'est une inquiétude justement. Et ma question était de demander comment est-ce qu'on pourrait rendre ça plus clair, plus abordable et donc moins stressant pour la jeunesse. Alors la question de Parcoursup, elle concerne aussi Jean-Esteban qui est juste à tes côtés, Alexis, puisque toi aussi tu es en terminale, n'est-ce pas? Exactement, et c'est vrai que cette période, elle est particulièrement stressante. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas un nombre de places illimité et qu'il faut une manière de sélectionner. Mais l'idée de confier notre avenir à un algorithme dont on n'a pas forcément connaissance, l'idée d'écrire des lettres qui ne seront peut-être pas lues, c'est vrai que peut-être il y aurait moyen de faire autre chose. Elisa a vécu cette réalité. Toi, Elisa, tu faisais partie des premiers étudiants à devoir utiliser Parcoursup. Comment tu l'as vécu ? Nous, c'était vraiment l'année test après la fin d'APB. J'ai eu mon bac en 2018, bon, c'était il n'y a pas si longtemps. Et il y avait vraiment cette nouvelle manière on pouvait faire plein de vœux, il fallait faire plein de lettres de motivation. Et on ne savait pas en fait où on allait. Donc là où j'étais, ça a été notre stratégie, moi et mes camarades. Et à la fin, ça a été la douche froide. C'est-à-dire ? Beaucoup d'entre nous ont été refusés sur les vœux qu'on voulait le plus, mais même avec des dossiers qui étaient béton, comme on dit. Et on a eu l'impression d'être discriminés par le lycée où on était, la ville où on était. Il y en a beaucoup qui ont demandé des grandes villes comme Paris, Bordeaux, même Nantes. Et moi, je sais que j'ai fini dans une formation qui ne m'a pas du tout plu. Mais on peut retomber sur ses pieds. Mais c'est vrai que je rejoins les garçons, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et pourquoi confier notre dossier à un algorithme et déjà, nous, en tant que bachelière, avoir plus de transparence. La question de l'opacité, Christelle Morancé, de Parcoursup, alors ça ne vous concerne pas directement en tant que présidente de région, vous n'avez pas de levier sur ce sujet-là, mais je vous vois, vous les écoutez avec une grande attention, ça reste difficile, compliqué comme période de la vie. Oui, moi je ne suis pas du tout surprise par votre interrogation sur Parcoursup. Régulièrement, moi j'ai des jeunes qui me font part justement de leur interrogation, les parents également. Je sais que c'est des périodes relativement stressantes. Je partage les propos d'Alexis en disant au point de départ, je pense que ça part d'une bonne initiative. En revanche, derrière, on voit bien que ça ne suit pas. Moi je donne juste un exemple, et notamment ce sont des formations que la région finance, formations d'infirmiers. Et aujourd'hui, avant c'était un concours, aujourd'hui c'est Parcoursup. Et aujourd'hui, il y a un taux de rupture beaucoup plus important depuis que c'est sur Parcoursup que le concours, parce que c'est des vrais métiers à vocation. Et ce que vous évoquez avec une déception, parce que vous n'êtes pas pris à tel ou tel endroit, je trouve ça même dramatique, parce que moi, je dis souvent, je vais ouvrir le champ des possibles aux jeunes et faire en sorte que les jeunes trouvent la voie qui leur corresponde et que vous soyez dans une formation qui vous correspond. Et si ce n'est pas le cas, forcément, derrière, il y a des échecs. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire, en tout cas, comptez sur moi pour le remonter au ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il faut vraiment de la transparence et je pense qu'il y a un travail encore à faire sur Parcoursup. Ça a même donné lieu à des blocages de lycées, notamment Zélie, je me tourne vers toi, tu n'es qu'en seconde, mais bien sûr que tu t'intéresses déjà à ton orientation, puisque dès la 4e, en fait, on parle orientation dans les collèges. Et c'est vrai que le lycée Bellevue, où tu es par exemple, a pu être bloqué à plusieurs reprises ces derniers mois. Là, on le voit, lycée en colère, vraiment il y a une colère ? C'est vrai qu'on nous parle d'orientation très tôt, dès la 4e, dès le collège, on nous demande ce qu'on veut faire, si on sait ce qu'on veut faire, où on veut aller. Et donc, quand on nous met face à Parcoursup, justement, c'est là qu'on doit choisir ce qu'on veut faire. Mais comment choisir ce qu'on veut faire si on ne sait pas où on va, en fait ? On ne sait pas si ce qu'on va proposer, si nos démarches et notre engagement va être lu, va être soutenu. Enfin, c'est vraiment avoir l'impression d'être écouté par un robot. Et donc, du coup, de ne pas être écouté et de ne pas être jugé à notre propre valeur et à ce qu'on pourrait vraiment faire. C'est pour ça qu'on a manifesté, nous, à Bellevue, et qu'on a bloqué le lycée pendant plusieurs jours. Parce qu'on se dit comment on peut prouver ce qu'on veut faire et de quoi on est capable et pourquoi on travaille. Parce que, par exemple, quand on voit que sur Parcoursup, on voit nos relevés de notes, on voit nos bulletins. Et certes, les notes, c'est beaucoup. Mais il y a certaines personnes qui peuvent avoir des notes basses alors qu'ils y mettent tout
Mais ça, du coup, on le voit pas. Oui, je pense que là, il y a vraiment un travail. Moi, quand je les entends, mais je suis pas, encore une fois, pas surprise par leur réaction. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur Parcoursup. Et puis, cet enjeu d'orientation, moi, vous le savez, c'est une compétence partagée avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, 4e, mais on va commencer dès la 5e. Il faut vraiment, encore une fois, donner plus de visibilité. Le stage de 3e aussi est important, parce que moi, quand je rencontre des jeunes, beaucoup de jeunes ont trouvé leur voie, notamment au moment du stage de 3e. Mais on a un travail à faire avec les entreprises, parce que les entreprises n'ouvrent pas forcément leurs portes pour les stages de 3e. Souvent, ils me disent, oui, mais enfin, c'est un stage d'observation. Mais oui, mais c'est important, ce stage d'observation, parce que ça permet la découverte des métiers. Nous, on a lancé plusieurs actions, je vous en parle. L'Orientibus, je ne sais pas si vous l'avez eu à l'époque dans vos collèges, et c'est un franc succès, parce qu'il s'adapte vraiment aux jeunes avec des outils numériques, avec des casques à réalité virtuelle. Puis je me permets de vous en parler, parce qu'on fait le Big Bang de l'emploi, qui va sillonner les 5 départements, et notamment au Mans, le 31 mars et le 1er avril, vendredi et samedi, à destination des jeunes, quel que soit leur âge, pour, encore une fois, découvrir les métiers et puis la rencontre aussi avec les professionnels. Mais encore une fois, je pense que ce que vous évoquez, et j'entends particulièrement cette question un peu stressante, mais j'ai peut-être un message, moi aussi, à vous faire, à partager avec vous. Vous tromper, c'est pas grave. Et je pense que ça aussi, il faut l'intégrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression vis-à-vis des jeunes, et notamment de vos parents. Et vous avez le droit de vous tromper de voie, vous avez le droit de recommencer. La vie, elle est super longue. Victor Barré avait un mot à vous dire, et je sais que vous allez être sensible à cette question concernant les voies professionnalisantes. Exactement. Alors, bonsoir Madame Morancé. Moi, je voulais vous parler un peu d'apprentissage, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Parcoursup, mais j'ai l'impression que l'apprentissage passe un petit peu en second plan. Et, et je suis d'accord avec vous il faudrait faire plus de stages en 3e et autres, ouvrir un petit peu la possibilité aux jeunes de découvrir plusieurs métiers. Parce que, alors, je pense que ça a un petit peu évolué. J'ai eu une discussion lors de nos journées portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir avec un surveillant d'un lycée du côté du Mans qui disait que, effectivement, les jeunes étaient perdus dans ce qu'ils voulaient faire et on n'arrive pas à les aiguiller. Donc, je voulais savoir si vous n'avez pas possibilité de faire des campagnes peut-être un peu plus, faire passer des professionnels dans les classes, passer des banderoles ou autres. Voilà. Moi, j'ai juste une question. Comment vous avez trouvé votre voie ? Vous êtes aujourd'hui donc charpentier. Comment vous avez choisi ce métier ? Alors moi, j'ai la chance, c'est une passion, je remercie mes parents d'ailleurs, c'est une passion qui m'est transmise depuis tout petit par mes parents. Pas la charpente directement, mais les métiers du bâtiment. Mon père est dans le bâtiment, j'ai vécu dans des maisons en rénovation. Donc moi, ce fut une évidence. Alors j'ai quand même fait une seconde générale au cours de laquelle je me suis dit que c'était pas fait pour moi, parce que voilà. Et du coup, je suis parti chez les Compagnons du Devoir. Donc, Voilà, c'est un bel exemple. Il n'y a pas une seule voie, la voie générale. Moi, je me bats là-dessus. L'apprentissage, on a été, quand la région avait la compétence de l'apprentissage, on a été la première région en nombre d'apprentis. Moi, je continue à promouvoir l'apprentissage, et quel que soit le niveau, que ce soit avant le bac, CAP, bac professionnel, ou aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Les lycées professionnels aussi, ça peut être technologique, général, les écoles de production. Il faut vraiment aujourd'hui ouvrir ce champ des possibles. Mais le travail à faire, il n'est pas spécialement aussi vis-à-vis des jeunes, parce que les jeunes sont motivés par ces formations, mais souvent il y a un blocage, soit au niveau des professeurs, soit au niveau des parents. Et j'ai un exemple très concret. L'autre jour, on a inauguré l'école de production au Mans, et il y avait un jeune, il avait 18 de moyenne en 3e. 18 de moyenne en 3e, et il avait envie d'être dans la mécanique automobile. Et très clairement, ses professeurs, mais non, 18 de moyenne, tu vas faire une seconde générale. Mais lui, il avait vraiment envie de faire un bac professionnel sur l'automobile. Donc blocage des professeurs, blocage de ses parents. Il a fait cette seconde générale un peu comme vous, mais c'était pas ce qu'il avait envie de faire. Et donc du coup, il est revenu pour aller dans cette école de production. Et ça, il faut changer cette image. C'est pas parce que vous avez des mauvaises notes que vous allez en voie professionnelle, ou inversement. Ce qu'il faut, c'est faire ce que vous avez envie de faire. Victor ? Est-ce que vous ressentez un petit peu un changement ? Parce que moi, je m'en souviens, en 3e, alors je vous dis ça remonte il y a 7-8 ans, un petit peu moins même maintenant. J'étais délégué de classe et j'entendais du coup ce qui se passait en réunion. Et les profs avaient tendance à, comme vous dites, mettre les mauvais élèves dans le panier apprentissage, métier, boulanger, fleuriste et autres.
Et par contre, tous les bons, ils allaient en études supérieures. Et on voit toutes les têtes là hocher, faire oui de la tête là. Est-ce que vous voyez une petite différence ou... Non, il y a encore je le dis, il y a encore du travail. Et ce que je constate aussi, c'est notamment des jeunes qui, après le bac, un bac général, vont à l'université et ils reviennent, ils font un CAP menuisier, n'importe, dans les métiers manuels. Alors, c'est pas grave, quelque part, on revient. Encore une fois, vous avez. La vie est très longue, mais aujourd'hui, moi, je veux vraiment changer cette image voilà, vous avez des bonnes notes, vous allez en voie générale, vous avez des mauvaises notes, vous allez en voie professionnelle. Ça, il faut. Moi, c'est un vrai combat. Il y a les professeurs, ça, c'est évident, mais il y a aussi les parents. Moi, j'insiste, et donc. On va essayer de travailler pour avoir aussi des réunions, notamment dans les établissements quand on a l'orientibus qui vient, d'avoir aussi des témoignages de jeunes, des témoignages de parents en disant « on s'est trompé ». On a voulu à tout prix pousser notre enfant vers telle voie alors que c'est ce qu'il avait envie de faire. Et je pense qu'il y a un travail aussi de votre part, justement, de casser un peu cette image et de dire que, quelle que soit la voie, l'objectif, c'est que vous puissiez vous épanouir. Mais il y a encore un peu de travail. Vous êtes en train de dire aux jeunes de se rebeller, c'est bien. Allez, on passe, ça passe très très vite au deuxième thème, le climat. Évidemment, cette jeunesse, vous le savez tous, s'intéresse au climat, à l'écologie, à son environnement proche ou plus loin. Et je voulais commencer avec Zélie, qui m'a fait cette petite confidence, puisque finalement, c'est toi qui as été à l'origine de plein d'initiatives dans ton foyer, chez toi, auprès de tes parents, sur le sujet de l'écologie. Oui, par rapport aussi au compost. Moi, j'ai des parents qui sont séparés, donc chez mon père, on m'a appris très jeune à trier le verre, le plastique, le carton et à composter. Et donc, j'ai été à l'initiative, du coup, chez ma mère de proposer d'installer un compost, ce qui a été fait et qui peut être pratique, du coup, pour rejardiner par la suite. Et c'est venu de toi. Et c'est venu de moi. Et Louis est aussi très, très intéressé par le sujet du climat, de l'écologie en général. Oui, alors moi c'est plus général, donc c'est sur la région Pays de la Loire. J'ai vu que vous vouliez développer des réacteurs modulables en Loire-Atlantique et je vous pose la question suivante. Est-ce que ces réacteurs vont servir à développer les énergies renouvelables ou plutôt essayer de développer le port de Saint-Nazaire? Bravo, déjà bravo à Zélie pour cette initiative. Moi je suis très attachée aussi au tri sélectif. Sur l'écologie, moi, je suis très claire là-dessus, c'est une responsabilité collective. Collective pour vos générations, pour les générations à venir. Je pense bien évidemment à nous, collectivités, aux entreprises, les agriculteurs, et puis tout à chacun sur des gestes du quotidien. Souvent, on dit, oui, mais enfin, moi, c'est rien par rapport à l'ensemble de la planète. Si, parce que si chacun fait un effort, c'est super important. Le sujet des mini-centrales nucléaires, on a aujourd'hui une centrale à charbon dans la région des Pays de la Loire qui est à Cordemais. Donc, les centrales à charbon sont vouées à fermer, ce qui est plutôt une bonne chose, même si aujourd'hui elles tournent à plein régime. Moi, je suis très favorable au mix énergétique nucléaire et les nouvelles énergies. On a aussi dans la région le premier parc éolien en mer qui s'est construit donc sur les côtes de Guérande, et c'est une bonne chose et je pense qu'on doit les déployer. On aura un deuxième parc entre l'île Dieu et l'île de Noirmoutier. Moi, j'ai fait part que la région était candidate à un troisième parc, mais plutôt loin des côtes. Mais je pense qu'il faut vraiment jongler sur ces deux axes d'énergie, la mixité énergétique. Sur le nucléaire, bien évidemment, on voit bien aujourd'hui l'impasse dans laquelle on est et on doit assumer cette souveraineté énergétique. Les éoliennes en mer, on a aussi les méthaniseurs aujourd'hui qui peuvent être aussi une solution. J'étais il y a quelques semaines en voyage d'études en Norvège et au Danemark et on voit bien qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous et surtout, ils vont beaucoup plus vite que nous. Il y a une concertation. Et je pense que ça, c'est important d'avoir une concertation avec l'ensemble des acteurs, mais il ne faut pas non plus aborder ces sujets, quels qu'ils soient, d'une manière idéologique ou dogmatique. Et donc, moi, je suis très favorable au mix énergétique. En tout cas, la région Pays de la Loire sera très moteur dans cette thématique. Et notamment, en 2023, j'ai souhaité que la région, ça soit l'année de l'écologie et qu'on puisse le travailler tous ensemble, et notamment avec vous, parce que vous avez souvent de très bonnes idées.
Vous parlez beaucoup de la crise énergétique et je vois beaucoup sur vos réseaux sociaux l'inauguration de nouveaux bâtiments qui sont totalement viables écologiquement, faits en bois, avec une isolation parfaite. Mais je me pose aussi la question, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se concentrer davantage sur les bâtiments existants, en prenant l'exemple par exemple du lycée Bellevue que vous êtes venu inaugurer, qui a connu un tout nouveau bâtiment qui est fait de bois avec une récupération des eaux de pluie, etc. Mais qui connaît aussi toute une partie qui est celle de l'abbaye ou du bâtiment des années 70, dans lesquels, pour prendre un exemple très concret, on est obligé de chauffer les premières salles à plus de 25 degrés et d'ouvrir les fenêtres alors qu'on parle de préserver cette énergie, alors que dans les dernières salles, on est obligé de garder nos doudounes en classe parce que les montages sont faits en série. Et donc ce lycée, en l'occurrence, il attend vraiment la phase 2 de la rénovation. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord peut-être se concentrer sur les bâtiments existants, ou faire plutôt les deux en même temps, tout en créant des nouveaux qui sont viables écologiquement? Christelle Morancé. Je suis entièrement d'accord. J'ai 116 lycées au total dans la région des Pays de la Loire. J'ai en Loire-Atlantique et en Vendée une vraie poussée démographique. Et il faut construire des nouveaux lycées parce que j'ai le souvenir en septembre 2016 quand on venait d'arriver donc à la région où on a été obligé d'accueillir dans des scans, dans des modulaires à côté et ça c'est pas acceptable. Moi je veux de bonnes conditions pour que vous puissiez apprendre. En revanche, moi j'ai pas la baguette magique pour tout rénover d'un seul coup. On a des lycées en effet qui sont vieillissants mais la priorité que j'ai donnée c'est justement sur la rénovation énergétique. La région accompagne notamment d'autres collectivités pour améliorer la rénovation énergétique sur des bâtiments. Et moi, j'ai donné très clairement le cap pour les années à venir, c'est que déjà, soyons exemplaires dans nos lycées. On ne pourra pas tout faire d'un seul coup parce qu'on a des lycées anciens. On a récupéré à l'époque ces lycées-là et on voit bien qu'ils sont vétustes. Et je connais parfaitement le lycée Bellevue. Alors, vous avez un super bâtiment qui est dans les nouveaux, avec des nouveaux matériaux, etc. Mais j'ai bien conscience qu'à côté, mais voilà, ça va se faire au fur et à mesure. En tout cas, c'est la priorité que j'ai fixée, la rénovation énergétique de nos lycées pour les années à venir. On ne peut pas aller plus loin sur cette thématique, malheureusement, même s'il y a un millier de choses à dire. Les jeunes ont choisi comme troisième thématique l'insécurité. L'insécurité, une thématique qui, je l'avoue, m'a surprise, mais qui est beaucoup ressortie de nos échanges. Alors, qui a un témoignage, par exemple, à nous donner sur ce sujet ? Au niveau de l'insécurité, d'expérience en tout cas au Mans, il m'est arrivé plusieurs fois en tant que jeune femme de sortir et je fonctionne très... je suis dans un mood très... je suis libre, je m'habille comme je veux. Si j'ai envie de m'habiller en robe, je m'habille en robe. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai été interpellée sur des endroits assez fréquentés au Mans et il n'y a pas forcément de sécurité ni policière, ni personne n'interagit avec quelqu'un qui est très insistant. Je te coupe, Elisa, mais Zélie a un témoignage concret également. C'était pendant la fête de la musique, hein, c'est ça ? Oui. Cette année ? Du coup, moi, comme Elisa, en tant que jeune femme dans la rue, je mentirais si je disais que je me sentais tout le temps en sécurité, que ce soit de jour ou de nuit, honnêtement. Et oui, par rapport à la fête de la musique, le sujet qu'on avait abordé, par rapport aux piqûres, durant la fête de la musique 2022, où il y avait eu des dizaines et des dizaines de piqûres sur place, de gens que je connais. Moi-même, personnellement, je pense avoir failli y passer de très près. Et c'était... en fait, ça devenait tellement énorme que certaines personnes ne trouvaient même plus ça choquant d'avoir été piquées ou d'avoir failli l'être. Oui, donc c'est une période, effectivement, il y a 6 mois de ça, où des gens allaient dans des grandes manifestations et avaient des seringues. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, mais ça peut être du GHB, en tout cas, on en avait beaucoup parlé. Ce qu'il y avait dedans, il y avait plein de choses. Je pense qu'il y en avait même qui n'avaient pas de substance vraiment importante, mais le nombre d'amis, même proches à moi, qui ont fini à l'hôpital parce qu'ils avaient été piqués la veille. Et un garçon, Hugo, par exemple, on ne t'a pas encore entendu. Est-ce que toi aussi, tu ressens ce sentiment d'insécurité quand tu peux être au Mans, par exemple, ou ailleurs ? Alors, moi, je ne ressens pas trop, en tout cas pour ma part. J'ai plus l'impression que c'est surtout les femmes. J'ai eu beaucoup de personnes dans mon entourage, comme Zélie, qui ont vécu ça, notamment en boîte de nuit au Mans. Justement, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Surtout, ça... Il y a beaucoup de gens aussi qui sont résignés à sortir en boîte de nuit et qui restent chez eux, qui ont peur d'attraper des choses. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le quotidien de ces gens-là ? Christelle Morancé ?
Voilà, forcément, ça m'interpelle ce que vous dites. Je ne suis pas non plus surprise. Moi, j'ai le souvenir, j'ai été jeune et j'étais sur le Mans. Moi, j'ai fait mes études au Mans, etc. À 16 ans, 17 ans, etc. Je sortais, je rentrais même tard. Il n'y avait aucun problème. Moi, aujourd'hui, je suis maman de 2 garçons, dont un qui a 16 ans. Et j'entends parfaitement ce que vous dites parce que moi, je suis inquiète quand il sort. Et à chaque fois, je lui dis, tu m'envoies un message, etc. Parce que des cas comme vous venez de les donner, il y en a régulièrement. Il y en a régulièrement, et garçons comme filles. Et vous devez pouvoir sortir et de vous habiller comme vous avez envie. On est un pays libre, et ça, je trouve ça inacceptable. Mais c'est aussi des garçons. Moi, j'ai un témoignage parmi des élus, maman élue au conseil régional, son fils qui est à l'université, qui a été tapé, arrêté pendant 3 mois. Et moi, je ne supporte... Enfin, ça me rend d'une colère extrême. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Mais aujourd'hui, très clairement, moi j'ai eu l'occasion, je vous le dis, de passer une nuit entière avec la police nationale sur le Mans. J'étais leur collègue d'un soir. Je l'ai fait aussi il n'y a pas très longtemps avec la police nationale de Nantes. Ils font un travail extraordinaire. Moi, je salue vraiment les policiers. On leur tape quand même souvent, quelquefois, dessus, mais ils font un travail extraordinaire. Je pense qu'en termes d'effectifs, ils sont peu nombreux. Puis derrière, la justice qui ne suit pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrêtés, derrière, ils sont aussitôt libérés. Moi, je pense qu'il faut multiplier les caméras. Dans nos centres-villes. Je pense que ça, c'est essentiel. Et on le voit d'ailleurs sur Le Mans, ça permet aussi d'arrêter directement des personnes. Et puis, vous avez aussi le renforcement entre la police nationale et la police municipale et d'avoir aussi un renforcement tout au long de 24 heures sur 24. Et ça, je pense que c'est essentiel. Plus il y aura de personnel de sécurité sur place, eh bien, plus vous vous sentirez, vous, derrière, d'avoir cette présence en sécurité. Pour moi, ça me semble essentiel d'avoir cette liberté de circulation et que vous ne soyez pas agressés. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et beaucoup de jeunes préfèrent rester chez eux, faire des soirées entre eux, plutôt que d'aller dans des lieux dans le centre-ville. Et ça, ce n'est pas acceptable. Une petite coupure pub. Merci beaucoup pour ces témoignages. Et on se retrouve tout de suite après pour le sujet des mobilités et des transports.